La violence à l'égard des femmes et des filles ne s'est pas arrêtée pendant la pandémie, mais a simplement changé de forme. Cette pandémie les a exposés à des risques et des difficultés supplémentaires, avec de nombreuses conséquences pour leur inclusion sociale. L'interruption des salaires a placé une lourde charge sur les femmes qui doivent faire davantage d'efforts pour trouver une source de revenus et travailler de longues heures. Avec la société conservative du Yémen, qui ne permet pas aux femmes de travailler en dehors du foyer, surtout dans les zones rurales. La COVID-19 a laissé des conséquences pour la santé mentale et l'omniprésence de l'ethnonationalisme, du chauvinisme, des messages incitant à la guerre, avec davantage d'agression dans les relations personnelles. C'est une province affectée par les conflits armés, par les éruptions volcaniques et les tremblements de terre, mais elle a également été touchée par la 10e épidémie d'Ebola et aujourd'hui, elle constitue le deuxième épicentre de COVID-19 en RDC. C'est aussi une province sous l'état de siège où les juridictions civiles ont été remplacées par les juridictions militaires. Ce contexte si difficile affecte la vie, l'économie, le bien-être, voire la mobilité des femmes et des filles. Nous avons réalisé plusieurs activités. Là-dedans, nous avons fait distribution matérielle à kits sanitaires. Nous avons fait plusieurs activités de prévention de la COVID. Nous avons soutenu les autorités locales dans les activités de prévention de la COVID. Nous avons mené plusieurs activités que les filles peuvent réaliser chez elles. Le CIA a contribué à donner des smartphones aux femmes pour partager des informations clés avec elles pendant la pandémie. Nous avons pu continuer à proposer un soutien logistique, dispenser des formations en ligne sur des plateformes WhatsApp et mettre en œuvre des activités de manière simultanée dans tous les districts. Les médecins pour les droits humains aident les survivantes de la violence sexuelle à accéder à des soins, notamment avec des services de documentation de criminalistique. Les femmes et les filles handicapées tenant compte de leur situation dégradante en cette période de crise, il est plus qu'un devoir pour l'idée de continuer à les accompagner. Pendant la crise actuelle, Andes travaille pour les bénéficiaires du projet, pour les former en tant que conseillère communautaire à travers des formations en personne et virtuelles. Maintenant, l'éducation, c'est le pouvoir. C'est quelque chose que les femmes et les filles, c'est quelque chose dont elles ont besoin parce que cela va les protéger et les guider là où elles doivent se rendre. Les voix des marginalisés, il est important d'investir dans les femmes et dans les organisations communautaires de survivantes qui travaillent, qui sont le fer de lance de cette lutte contre la violence à l'égard des femmes. Les bailleurs de fonds institutionnels et internationaux devraient allouer davantage de ressources aux organisations de femmes pour répondre aux besoins en matière de genre et de psychologie dus à la COVID-19. Nous devons donner aux survivantes la voix et le pouvoir dont elles ont besoin dans ce conflit invisible. J'espère que cette vidéo est une source d'inspiration, que vous la trouvez enrichissante comme moi. Un véritable témoignage au travail de nos partenaires qui sauvent la vie de nombreuses personnes. Nous leur sommes profondément reconnaissants pour leur activisme, leur passion, leur savoir-faire. Avec cette note positive, permettez-moi d'ouvrir officiellement cette réunion. Bonjour, bonsoir à vous tous. Je m'appelle Abigail Erickson, je suis responsable du Fonds d'allocation spéciale de l'ONU et je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue. Et je vous remercie d'avoir rejoint le Fonds d'allocation spéciale de l'ONU. Nous organisons ce webinaire en format hybride avec certains participants en personne pour ceux qui étaient présents sur place pour assister à cette première réunion en personne après la COVID. Et nous avons également des participants en ligne pour ceux qui n'ont pas pu se rendre à New York. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de réunir des partenaires dans une conversation sur le rôle et les résultats de la société civile et des organisations de défense des droits des femmes
pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles dans le contexte d'une crise de longue durée, une crise complexe et simultanée. Comme nous le savons tous, notre époque est marquée par des changements soudains et drastiques à cause, par exemple, la COVID-19 et d'autres événements perturbateurs comme des conflits, le changement climatique à la suite de catastrophes naturelles ou d'autres instabilités politiques. Nous savons que cela touche les femmes et les filles de nombreuses façons. Les effets multiples des crises qui chevauchent à aggraver les inégalités de genre préexistantes. Elle augmente les risques et les menaces à l'égard de la violence, à l'égard des femmes et des filles. Les risques et les menaces augmentent de manière physique et en ligne. Les espaces civiques sont réduits et les droits des femmes en ont pâti. L'ONU essaie de gérer ce contexte qui évolue constamment avec nos 106 organisations partenaires qui travaillent ensemble. Nous avons vu et documenté leur résilience, leur action devant l'adversité. Nous savons que les organisations de défense des droits des femmes sont les primo-intervenants pour les survivantes et qu'elles sont le fer de lance des efforts de prévention dans tous les contextes, tout le temps. En tant que bailleur de fonds d'organisations de femmes, nous avons également vu l'importance de fournir des financements flexibles et à long terme aux organisations autonomes de défense des droits de femmes, ce qui est une stratégie clé pour réaliser un changement transformateur au niveau local, régional et mondial. Le Fonds d'allocation spéciale reconnaît que l'investissement doit aller au-delà du financement de projets et intégrer la force de la résilience organisationnelle pour renforcer ces systèmes de préparation qui tirent parti du savoir-faire des organisations de femmes. Nous savons que le dialogue aujourd'hui contribuera à reconnaître le travail de ces femmes, assurer leur visibilité de ce rôle essentiel que les organisations de femmes jouent dans le nexus humanitaire, développement, paix, et que leurs témoignages de résistance inspireront davantage d'investissements stratégiques pour tirer parti de leur savoir-faire. Avec ceci, je suis ravi de laisser la parole à ma collègue Lorna Messina, qui animera le webinaire d'aujourd'hui. Merci. À vous, Lorna. Merci beaucoup, Abby. Vous avez bien préparé la conversation d'aujourd'hui. Bonjour, je suis à New York. Je m'appelle Lorna Messina et je gère le fonds d'allocation spécial pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Nous avons une excellente conversation pour aujourd'hui, mais avant de commencer, il y a quelques points généraux pour ceux qui nous rejoignent en ligne. Vous avez vos micros désactivés, mais ne vous inquiétez pas. Vous pouvez utiliser la fonction de chat et de questions-réponses si vous avez des remarques ou des questions à poser, et nous aurons le temps de les regarder ensemble. Sachez également que cet événement est enregistré et pourrait être utilisé à des fins de communication externe. Et finalement, si vous voulez poursuivre la conversation après cet événement, vous pouvez utiliser Twitter et vous nous trouverez sur @UNTrustFund et VAW. Très bien. Donc maintenant, nous allons commencer. La conversation d'aujourd'hui aborde le rôle essentiel des organisations de femmes et de la société civile dans des contextes où il y a des événements perturbateurs soudains et des crises de longue durée. Nous allons nous pencher sur le rôle du fonds d'allocation spécial pour soutenir les organisations de femmes afin de fournir des services aux survivantes, surtout dans les contextes où leurs besoins sont souvent négligés. Mais également, nous allons parler des organisations de la société civile, nos principaux partenaires, et nous allons communiquer avec nos partenaires directement pour savoir ce qui se passe dans leur propre pays. Depuis 2016, le fonds a géré une fenêtre de financement spéciale pour les réfugiés et les femmes déplacées dans le contexte de crise humanitaire et d'environnement fragile. À ce jour, nous avons soutenu 18
projets dirigés par la société civile pour un total de 7,2 millions de dollars. Ces projets se sont surtout concentrés sur la prévention communautaire et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et des filles, avec des services coordonnés multisectoriels aux femmes et aux filles survivantes de la violence. Entre 2017 et 2021, ces projets ont atteint un minimum de 127 000 réfugiés, femmes et filles ou déplacés internes. Et cela est vraiment un grand accomplissement, une grande réalisation. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir des représentants de ces organisations qui sont nos partenaires. Nous avons beaucoup appris d'elles dans le cadre de ces projets soutenus par le Fonds d'allocation spéciale. Nous avons tout d'abord Ala Al-Karib, qui est directrice régionale pour SIHA, ou Initiative stratégique pour la Corne de l'Afrique. Elle a mis en œuvre un projet dans le sud du Soudan et elle se trouve maintenant en Somalie, avec le soutien du Fonds d'allocation spéciale. Nous avons également avec nous Kevin Schumacher, qui est directeur exécutif adjoint de Femmes pour Femmes afghanes. Il a participé à un projet mis en œuvre dans 4 provinces de l'Afghanistan. Et finalement, nous avons également, qui nous rejoint virtuellement, Lisette Garcia, qui est une avocate spécialiste des questions d'asile de l'Institut pour les femmes de migration, ou IMUNI, au Mexique. Très bien. Donc, merci à vous tous pour votre présence aujourd'hui et nous allons lancer la conversation. Commençons avec nos panélistes qui vont nous raconter ce qui se passe avec les crises à laquelle ils font face. Ala, je vais commencer avec vous. Est-ce que vous pourriez nous parler du contexte de la crise dans lequel vous avez mis en œuvre vos projets et peut-être certaines des difficultés que vous et votre équipe rencontrez? Nous savons que la Corne de l'Afrique rencontre de nombreux problèmes depuis de nombreuses années. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi. Et j'apprécie vraiment beaucoup le travail du Fonds spécial de l'ONU qui permet aux organisations de femmes de poursuivre leur travail dans des circonstances vraiment très difficiles pour que les femmes activistes sur le terrain puissent avoir une voix et un espace pour faire partie des interventions humanitaires lors de crises. Il y a longtemps, lorsque j'avais commencé à travailler dans ce domaine, il était vraiment très difficile pour les organisations qui travaillaient pour lutter contre la violence à l'égard des femmes de trouver leur place pendant des crises parce que ces situations n'étaient pas perçues comme des urgences humanitaires. Donc, vous savez, nous avons parcouru beaucoup de chemin et nous sommes vraiment très reconnaissants pour cette possibilité de collaboration. Donc, vous savez, la Corne de l'Afrique est une région très complexe. C'est une région qui est en crise depuis, je dirais, 40 ans. C'est un cycle qui se renouvelle constamment de crises. Et ces crises se manifestent souvent avec les femmes et la prévalence de la violence à l'égard des femmes. Ceci dit, ce n'est que la moitié du verre, je dirais. L'autre partie du verre, l'autre moitié du verre, c'est le fait que les mouvements de femmes ont parcouru beaucoup de chemin dans la région. Donc, malgré l'oppression et la polarisation et les conflits, je suis vraiment très fier du fait que ces mouvements dans la région se montrent vraiment très résilients et ont des engagements très forts. Comprenant que la stabilité de la région est vraiment liée aux engagements à l'égard des droits des femmes pour mettre fin à toutes les formes de violence. Et c'est cela dont nous parlons très souvent dans la région, au niveau national, avec les acteurs, lorsqu'on parle avec les gouvernements. La violence à l'égard des femmes est un problème national.
Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire sur le côté. Non, c'est une question cruciale. C'est une question liée au militarisme, à l'économie, à toutes sortes de problèmes de gouvernance que nous rencontrons dans la région. Et donc, ça, c'est un aspect du problème. D'autre part, les organisations de défense des droits des femmes rencontrent les difficultés liées au maintien de notre existence, de notre présence dans ces contextes et dans cet écosystème difficile. La région n'est pas un endroit facile où on peut exister simplement. De nombreuses organisations rencontrent ce problème. C'est quelque chose qu'elles doivent gérer au quotidien. Les mouvements féministes, les organisations de femmes ne sont pas soutenus par l'environnement global. Donc, c'est un vrai parcours du combattant et donc il faut arriver à gérer ces problèmes qui mettent en jeu notre existence. L'espace civil est également très problématique. L'espace civique se réduit de plus en plus. Il y a des réglementations excessives qui touchent les organisations de femmes et les groupes féministes. Par exemple, dans de nombreux réseaux, on doit s'enregistrer chaque année pour rester opérationnel. Et cela s'ajoute à la difficulté de l'accès aux ressources. Donc, il y a plusieurs couches, plusieurs niveaux de difficultés que nous rencontrons, en plus du fait que nous devons faire face à différentes situations de crise qui surviennent dans la région. Voilà. Merci beaucoup. C'est vraiment une situation très complexe. Depuis ces 20 ou 30 dernières années, je crois. Donc, Lisette, maintenant, je vais vous laisser la parole. Elle a mentionné beaucoup de problèmes qui ont un impact négatif sur la capacité des organisations de femmes, non seulement à mettre en œuvre leurs projets, mais également à participer au mouvement de femmes à cause de cette réduction de l'espace civique, des problèmes de sécurité qu'elle a évoqués et des liens entre les forces militaires, l'économie. Ce sont des situations très complexes. Donc, je voulais vous demander, est-ce que ces difficultés sont les mêmes chez vous? En quoi la situation au Mexique est-elle différente ou semblable par rapport à la crise qui vous entoure? Bonjour à vous tous. Je suis très heureuse de parler avec vous pendant cet espace de travail ici. Nous travaillons avec des femmes et des filles. Nous essayons de renforcer les mesures de protection qui sont proposées au Mexique. Et nous travaillons donc avec des femmes et des filles du Honduras, du Salvador, de Guatemala, de Venezuela et de Nicaragua. Et nous avons également des familles d'Ukraine qui sont avec nous. Et ce qui se passe dans le cas du Mexique, c'est que ces personnes viennent de contextes complexes, de pays où il y a des dictatures, et également des zones où ils sont persécutés. Lorsqu'elles arrivent au Mexique, elles demandent la protection internationale. Bien que la situation soit complexe également au Mexique, parce que le Mexique est un pays où il y a un indice de violence élevé et dans lequel les droits des personnes immigrantes, de celles qui demandent asile, bien qu'elles soient réglementées, ils ne sont pas toujours très bien définis ni respectés par les autorités. Au Mexique, il y a un manque d'espace sûr. Ici, au Mexique, nous avons une loi pour la protection des réfugiés qui dit que toute personne qui a subi de la violence dans son pays peut demander asile ici. Cependant, cette loi et ces articles législatifs ne sont pas pris en considération par le bureau du gouvernement mexicain qui est chargé de ces questions. Et donc, ce que nous faisons pour renforcer les mesures de protection,
et pour offrir des espaces sûrs dans le cadre de ces femmes qui demandent asile. Nous travaillons à l'accès aux droits, notamment à la frontière sud, où il est beaucoup plus difficile d'accéder à l'éducation, à la santé, à un logement digne. Merci beaucoup de nous avoir parlé des difficultés que vous rencontrez pour aider les femmes et les filles qui demandent asile au Mexique. Maintenant, nous allons passer à Kevin. Kevin, vous travaillez pour femmes afghanes. Est-ce que vous pourriez nous parler des événements qui se sont produits durant le projet et de leur effet sur la mise en œuvre du projet? Merci beaucoup, Lorna. Pour commencer, je voudrais remercier le Fonds d'allocation de l'ONU qui nous a donné cette possibilité de mettre en œuvre un projet significatif qui a aidé des milliers de vies dans la région nord de l'Afghanistan. Je voudrais également rappeler à tous les participants que malheureusement, des centaines de mes collègues en Afghanistan se retrouvent dans une situation où les autorités sont les principaux violateurs des droits des femmes dans le pays et violent systématiquement ces droits fondamentaux. Maintenant, je voudrais brièvement vous parler du travail qui a été réalisé au cours des 3 dernières années et des difficultés que nos collègues rencontrent. Nous avons plus de 30 personnes qui font partie du Fonds d'allocation spéciale de l'ONU pour ce projet dans l'Afghanistan. Et ils travaillent surtout dans 3 provinces pour aider les personnes déplacées internes. Ce sont les populations les plus vulnérables et qui sont les plus exposées à la violence familiale ou qui sont des survivantes de la violence conjugale. Donc, au cours de ces dernières années, notre équipe a organisé des groupes pour fournir différents services à ces populations marginalisées, pour leur fournir des conseils juridiques et psychologiques, pour les aider à acquérir des compétences pour qu'elles puissent devenir plus indépendantes, également pour les aider à prendre conscience du problème social de la violence familiale. En 2021, les talibans ont pris le pouvoir et ils ont mis fin à tous les services juridiques qui étaient fournis auparavant, par exemple pour orienter les clients vers des abris pour les victimes de la violence. Nous avons également des centres de conseil où les familles pouvaient se rendre et participer à des séances pour réunir les familles et les aider à reprendre leur vie. Tout cela a pris fin lorsque les talibans ont pris le pouvoir. C'est comme s'ils avaient supposé qu'il n'y avait plus de violence conjugale dans l'Afghanistan. Et toutes nos opérations et nos installations ont dû fermer. Je voudrais remercier surtout le Fonds d'allocation spéciale de l'ONU parce qu'ils nous ont fourni un soutien avec beaucoup de compréhension. Tout au long du projet, nos collègues ont dû être évacués. Ils ont également reçu un soutien financier. Entre août et novembre 2021, le Fonds de l'ONU a travaillé avec patience avec nous pour que tous nos collègues reçoivent le soutien nécessaire pour essayer de négocier un moyen de sortir de la crise. Et maintenant que nous essayons de conclure le projet, le Fonds d'allocation spéciale
soutient vraiment beaucoup notre travail. Donc, je voudrais exprimer ma reconnaissance pour cette coopération, ce travail en partenariat. Très brièvement, je voudrais parler de l'impact de la crise. Pendant ce projet, nous avons eu plus de 3800 survivantes de la violence conjugale ont été aidées, 3000 femmes et 800 enfants à travers des services médicaux ou des kits scolaires pour que les enfants aient la possibilité d'aller à l'école. Un grand nombre de ces familles sont vulnérables sur le plan financier et elles ne peuvent même pas se rendre chez le médecin pour répondre aux besoins de base en matière d'enseignement et de santé pour leurs enfants. Je voudrais également mentionner un autre aspect de ce travail. Ce sont les formations professionnelles et pour acquérir des compétences de base. Cela est très important parce que nous ne voulons pas que les bénéficiaires se retrouvent dans une situation où ils continuent à recevoir un soutien. Donc, nous leur avons fourni des formations pour qu'elles puissent acquérir les compétences qui leur permettront de rester indépendantes. De nombreuses survivantes de la violence ont participé à ces cours et ce qui leur a permis d'augmenter leurs revenus de 20 à 30 et cela donc a un impact durable sur les familles. Je voulais également mentionner que nous avons pu orienter nos clients. Nous avons pu orienter 58 survivantes de la violence vers des abris et vers des centres de protection. Finalement, je voudrais mentionner que en ce moment, 95% de nos bénéficiaires veulent continuer de recevoir nos services. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, les talibans, en décembre 2020, ont limité sérieusement le travail que nous pouvons faire pour aider nos clients et leur fournir des services de base. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin. Cela nous montre ce que font ces projets holistiques, multisectoriels, à travers les aspects juridiques, économiques. Merci à vous trois qui nous avez parlé des complexités que vous devez gérer pour faire votre travail, pour aider les femmes et les filles dans vos contextes. Et maintenant, Kevin a parlé un petit peu de cela, mais nous voudrions vraiment savoir ce qui vous a aidé pendant la mise en œuvre de vos projets. Quel genre de soutien vous a été vraiment le plus utile dans votre situation? Lisette, Kevin également, si vous voulez ajouter quelque chose. Qu'est-ce qui vous a permis de vous adapter aux difficultés que vous avez rencontrées? Et nous voudrions également savoir où avez-vous trouvé ce soutien? Quels sont les acteurs qui vous ont aidé? Je crois dans le pouvoir de la solidarité. Les organisations de femmes sur le terrain, elles ont ce pouvoir. Je crois qu'il y a un écho. Si quelqu'un... Yeah. OK. So sorry for that. Désolé. Yeah. So I think the issue of solution. Donc, je crois qu'il An echo. y a un écho. Yeah. All right. Yeah. OK, d'accord. Donc, je crois que le fait que les activistes, les femmes activistes sur le terrain sont celles qui ont le plus qui ont vraiment besoin de soutien. Et nous devons soutenir ces organisations communautaires et comprendre le travail et le soutien qu'elles reçoivent du Fonds d'affectation spéciale. Ce partenariat et le développement des concepts des projets auxquels nous participons
dans le sud du Soudan ou également en Somalie en ce moment. La plupart de nos interventions ont lieu en partenariat avec des organisations communautaires sur le terrain. Et cela est essentiel, cela est très important parce que nous faisons ce travail et il est très important de comprendre le fait que les femmes ne sont pas des victimes et il faut respecter l'urgence, le pouvoir de ces femmes. Nous avons eu des conversations dans nos réseaux pour savoir quels termes nous devrions utiliser pour ces femmes qui vivent dans des situations de conflit. Et nous pensons survivantes est le bon terme à utiliser. Et dernièrement, nous avons parlé également de femmes qui ont un intérêt à l'égard du changement, qui souhaitent voir le changement. Et nous pensions que cette expression leur permet d'avoir cette dignité, de reconnaître le pouvoir qu'elles ont sur le terrain. Donc, avec le leadership dans le cadre des interventions et de la prise de décision, cela nous a vraiment beaucoup aidé avec ces femmes dans les organisations communautaires. La collaboration également avec le gouvernement est très importante. D'après notre expérience, les autorités locales qui font partie des communautés sont souvent très touchés par les conflits, par les catastrophes. Et ils veulent vraiment, la plupart du temps, contrairement au gouvernement national qui est peut-être opposé et qui qui n'est peut-être pas désireux de changer ces législations, mais la collaboration avec les autorités locales pour soutenir nos réseaux locaux, pour négocier également et trouver des moyens de travailler avec les autorités locales. C'est là l'un des points les plus positifs que nous avons pu obtenir avec le soutien du Fonds d'affectation spéciale. Et ce soutien que nous avons reçu du Fonds nous permet d'avoir cet espace et de concevoir nos programmes en prenant en compte les éléments d'intersectionnalité et et le fait que les femmes activistes existent et que cet écosystème dans lequel elles évoluent présente tant de difficultés à tant de niveaux. Et donc, nous avons pu prendre en compte tout cela dans notre projet. Et dans une grande ampleur, c'est cela qui nous a permis de réussir et d'étendre notre influence sur le terrain. Merci, Ala. C'était vraiment très intéressant. Et cette question de l'intersectionnalité est si importante. L'interprète s'excuse, il y a un problème de son. Donc, les filles et les femmes ont vraiment ces difficultés d'accès et la question de solidarité est vraiment très importante. L'interprète s'excuse, le son de l'orgue n'est pas du tout clair. Speak louder. Okay, so maybe the microphone. Sorry. Is it okay? Should I repeat? Je crois que j'ai un problème de micro, excusez-moi. I'm sorry. My microphone was But thank you very much, Hala, for that. Merci encore. Maintenant, je pense que je peux poser la même question à Lisette. Oui, merci. Donc, le soutien spécifique qu'on a pu recevoir à travers du fonds nous a aidé à créer une équipe psycho-juridique pour soutenir les femmes et les filles. Donc, avec les juristes et les psychologistes qui ont
eu un contact direct avec les femmes, donc pour identifier des questions urgentes, questions de sécurité, de santé. Une fois que nous avons pu résoudre ces situations, nous étions plutôt capables de fournir des conseils spécifiques, donc par rapport au processus d'asile. Ce genre de soutien est si important parce que nous savons que la violence fondée sur le genre a vraiment un impact spécifique à cet égard. Nous avons vu que ces femmes qui étaient en train de voyager étaient vraiment dans une situation vulnérable lorsqu'il s'agissait de vraiment conter leur histoire aux autorités. Ils avaient vraiment besoin de soutien pour identifier les schémas de violence et pour savoir comment utiliser un soutien pour vraiment avoir les outils spécifiques pour apprendre de leurs droits en Mexique et pour vraiment accéder aux services spécifiques. Nous avons également organisé des formations pour les filles et les femmes qui étaient situées près des frontières avec le Guatemala. Nous avons organisé des exercices vraiment intéressants pour identifier les sources de violence en Mexique et dans le pays d'origine et également en mettant l'accent sur l'importance de la santé mentale. Nous avons pu également faire un travail plutôt logistique pour fournir des kits d'hygiène féminine et également pour vraiment nous focaliser sur une réponse à l'impact de la pandémie. Donc, nous avions pu recevoir des fonds additionnels pour pouvoir permettre à ces femmes d'accéder au portable, téléphone portable, pour pouvoir vraiment poursuivre le processus thérapeutique à distance et pour vraiment maintenir le contact avec le juriste, même dans ce contexte de pandémie. Merci, Lisette. Kevin, vous avez déjà parlé un peu de votre réponse et le soutien que vous avez reçu. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, merci. Je voulais juste ajouter quelques points à cet égard. Premièrement, une question vraiment très importante en ce qui concerne le contexte actuel et le fait que les autorités dans ce pays sont vraiment fâchés, disons, par cette idée d'avoir le mot femme dans notre dans notre nom. Hein. Donc, même l'idée de nous appeler une organisation dite des femmes est problématique. Donc, je pense que ce soutien de la part des partenaires internationaux est vraiment important pour mettre l'accent sur les droits des femmes, pour vraiment exiger un niveau de protection pour ceux qui défendent leurs droits. Je sais qu'il y a des organisations qui continuent à vraiment payer les salaires des fonctionnaires femmes qui ont dû rester chez eux. Je pense que cela est vraiment une action désobéissance positive, hein, en envoyant un vrai message aux autorités pour dire que les femmes font partie de la société et que nous devons absolument l'accepter en tant que segment productif de la société civile. Donc, je pense que ce fait qu'avec le fonds, nous avons vraiment pu identifier et voir ce soutien donné à nos collègues femmes féminines. Nous pouvons vraiment voir des réponses créatives. Donc, comment vraiment faire face à ce genre de situation? En organisant, par exemple, des conversations à distance, en essayant de continuer notre travail avec nos fonctionnaires masculins sur le terrain. Comment continuer notre vision?
Je pense qu'il est très important de continuer à rappeler aux talibans qu'ils ne peuvent pas vraiment ignorer les femmes. Les femmes font partie de la société et que ces personnes ne peuvent pas changer le destin de la moitié de la population en les forçant de rester chez eux. Je pense que nous devons continuer donc notre travail et continuer à envoyer ce message, une vraie présence qui véhicule un certain message. Je voulais aussi mentionner qu'il y a quelques jours, pour commémorer la Journée internationale de la femme, nous avons organisé une discussion, un panel, et j'aimerais vraiment féliciter votre représentante Alison, qui a parlé sur un canal privé en Afghanistan pour parler des droits de la femme. Donc, cela a été vraiment très important pour montrer aux femmes en Afghanistan qu'elles ont un niveau de soutien de la communauté internationale et que nous devons absolument renforcer ce message de la présence et des droits des femmes dans la société. Merci, Kevin, de ces déclaration si passionnée. Nous avons encore 5 minutes pour ce panel, donc je vais peut-être juste vous donner l'occasion de parler encore un petit peu par rapport à une dernière question. Donc, si vous avez une action prioritaire pour l'avenir. Donc, vraiment une action à prioriser pour aider votre organisation à être mieux préparée aux crises. Donc, quelle serait cette action spécifique? C'est une question très difficile. Je pense que peut-être la chose la plus importante en ce qui concerne notre travail est l'investissement dans les femmes militantes, parce que sans ce genre d'investissement, nous ne sommes pas capables de vraiment continuer ce travail. Donc, nous devons vraiment avoir des outils pour naviguer cet environnement complexe, pour négocier en ce qui concerne les droits. Et donc, cela est vraiment super important. Et je pense qu'une action peut-être serait une continuation de notre travail avec les organisations communautaires qui travaillent sur le terrain dans des circonstances très difficiles. Donc, pour vraiment maintenir notre contact, pour maintenir notre travail avec eux, je pense que cela est vraiment fondamental. Des mouvements sur le terrain que nous devons absolument permettre à continuer le travail complexe. Merci, Hala. Kevin, oui, je suis d'accord avec Hala. Je pense que vous avez tout à fait raison. La question est de savoir que nous sommes en train de travailler avec des militantes femmes compétentes qui travaillent sur une pression accrue quotidiennement. Dans les sociétés comme en Afghanistan, il y a vraiment un niveau d'intimidation très élevé. Donc, la société n'a pas vraiment des conditions favorables et nous devons absolument continuer à réitérer notre soutien pour ces femmes agents de changement au niveau local, au niveau social. Et le gouvernement sait que ils doivent essayer de cibler ces éléments de changement. Donc, nous devons absolument lutter contre cela. Et merci Allah d'avoir introduit cette idée, d'avoir vraiment souligné l'importance de leur travail, le travail de ces militantes sur le terrain. Merci. Merci, Lisette. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, je suis d'accord également avec ce que mes collègues viennent de dire. En ce qui concerne le travail de ces femmes sur le terrain, cette question de l'autonomisation de ces représentantes est si importante. Nous sommes en train de travailler avec des organisations de ce type et ces processus sont très intéressants. Je pense qu'ils nécessitent du temps et un acteur très important avec lequel nous voulons continuer à travailler est le fonds
des Nations Unies, nous devons absolument continuer à maintenir notre contact avec le fonds qui nous a permis de vraiment partager nos idées comme dans des espaces comme l'espace que nous avons créé aujourd'hui. Je pense que c'est là très important. Merci. Merci, Lisette. Merci à tous les panélistes de vos idées, d'avoir partagé vos activités et vos opinions. Nous croyons vraiment que le fait de travailler avec vos organisations est vraiment crucial pour notre travail pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Donc, cela était vraiment intéressant et je pense que cette discussion va vraiment provoquer et encourager des actions futures. Voilà, nous avons bien respecté notre temps et donc je peux passer maintenant à la prochaine partie de notre programme, donc le partage des idées. En 2022, le Fonds a commandé 2 études complémentaires pour avoir une meilleure compréhension des choses qui marchent bien et des choses qui ont besoin d'être améliorées. Donc, une métasynthèse des résultats obtenus par le biais du guichet spécial de financement afin de tirer des leçons généralisables sur ce qui a fonctionné, pourquoi, dans le but d'éclairer la voie à suivre. La seconde étude s'est penchée plus largement sur le lien entre l'humanitaire, le développement et la paix, donc ce nexus HDP, et sur le paysage du financement. L'idée était de fournir des conseils éclairés sur la valeur ajoutée du fonds dans ce contexte. Donc, nous aimerions bien remercier nos consultantes Erin Stern et Martha Perez del Pulgar. Elles ont apporté leur expertise à ces importants travaux de recherche et je peux donc passer la parole à Erin qui va présenter la principale conclusion. Donc, Erin, c'est à vous. Merci. C'est un vrai privilège d'être ici aujourd'hui parmi vous pour partager nos résultats. Donc, je vais vous montrer quelques résultats et conclusions préliminaires en ce qui concerne ce travail. Nous allons partager encore plus d'informations pendant les mois à venir. Donc, en ce qui concerne le contexte, nous sommes déjà en train de parler des preuves du fait que les filles et les femmes réfugiées et déplacées courent des risques vraiment plus élevés en ce qui concerne les violences. Donc, nous avons vu récemment, lors des dernières 5 ans, des niveaux de déplacement forcés vraiment élevés. Il y a un manque de preuves en ce qui concerne les choses qui marchent le mieux pour prévenir ce genre de violence entre les populations des femmes réfugiées et déplacées de force. Donc, cette étude présente une synthèse de ce genre d'investigation, donc avec 13 bénéficiaires qui ont reçu des financements entre 2016 et 2022 à travers du fonds. Donc, surtout en ce qui concerne le travail avec les femmes réfugiées et déplacées de force. Donc, nous avons travaillé avec une démarche qualitative, métasynthèse, en investiguant des différents thèmes et nous avons essayé de vraiment identifier quelques éléments communs à travers les différents contextes avec
ce but partagé, d'éliminer les violences dans ces populations spécifiques. Nous avons essayé également d'entendre des avis des experts, donc ceux qui travaillent sur ces programmes et ces projets pour des organisations sur le terrain, pour des organisations de la société civile. Donc, nous avons fait une analyse thématique des rapports des bénéficiaires, donc des rapports qu'ils ont soumis au fonds, tous les ans, et également les rapports finaux des projets. Et nous avons également examiné des évaluations externes, donc évaluation finale par exemple, et quelques entretiens ont été organisés avec des représentants des bénéficiaires et également avec des groupes de focus, donc pour identifier quelques thèmes et pour vraiment voir quelles étaient leurs idées associées à ces thèmes. Donc voilà les projets que nous avons intégrés à cette étude, 18, comme Lauren a mentionné. Nous n'avons pu inclure tous les 18, mais il y avait 13 projets représentés. Nous avons garanti que tous les pays avec des projets financés étaient représentés. Donc, il y a toute une diversité de contextes, donc des contextes plutôt humanitaires, de crise ou des contextes post-urgence et autres. Donc, une diversité d'organisations représentées également. Et je vais vous partager donc quelques éléments d'analyse. Nous avons identifié 5 conclusions préliminaires. Une des conclusions clés était l'importance de vraiment examiner comment cibler des bénéficiaires directs et des bénéficiaires secondaires. Donc, nous avons discuté beaucoup de différents obstacles en ce qui concerne l'engagement des bénéficiaires cibles, donc des filles et des femmes réfugiés et déplacés de force. Quels étaient donc les obstacles rencontrés, des priorités concourant, les difficultés liées au niveau d'éducation, l'accès physique et accès aux outils, par exemple pendant la pandémie, outils à distance, informatique, etc. Donc, nous avons identifié ces obstacles et nous avons également commencé à faire une réflexion autour de l'engagement des communautés d'accueil. Donc, l'idée était d'essayer de réduire la stigmatisation de ces populations. Des filles et des femmes réfugiées. Nous avons également parlé de l'engagement des hommes et des garçons pour vraiment cibler les causes de base des violences. Donc, nous avons travaillé avec des leaders communautaires, par exemple, et nous avons considéré l'importance des réfugiés, des déplacés de force hommes. Notre conclusion importante était liée au travail avec les différentes parties prenantes. Donc, lorsque les organisations travaillent dans un camp de réfugiés, elles doivent absolument considérer l'idée d'identifier les différents acteurs qui travaillent sur le terrain et d'établir un accès un contact avec eux. Nous avons également identifié le fait que cette population cible n'est pas une population homogène. Donc, quelles sont les personnes les plus vulnérables et comment vraiment avoir une démarche intersectionnelle. Donc, nous avions dû vraiment nous poser cette question d'accès, même avec ces sous-groupes. Il y avait des organisations qui ont parlé de l'importance des partenariats avec d'autres organisations encore plus spécialisées en ce qui concerne ce genre de démarche. Donc, il y avait un bénéficiaire à Malawi qui travaille maintenant en partenariat avec une organisation qui travaille sur les droits des femmes et des filles handicapées dans ces populations.
Donc, voilà quelques conclusions importantes en ce qui concerne les stratégies pour prévenir et répondre aux violences dans ces populations cibles. Je pense que je dois faire référence encore à ces écarts en ce qui concerne les preuves disponibles. Nous avons parlé de la question de la sensibilisation. Cette sensibilisation n'est pas vraiment capable de prévenir les violences en isolation, mais je pense que plusieurs organisations ont parlé de l'importance de sensibiliser les populations données en ce qui concerne leurs droits et leurs possibilités d'accès. Donc, comment vraiment partager ces genres d'informations? Il y avait des populations, des projets qui ont travaillé avec des populations transitoires qui ont vraiment identifié cette importance de leur fournir les outils pour faire des décisions informées. La question de la santé mentale et des besoins autour des expériences traumatiques était également important. Donc, comment considérer l'importance des accès aux espaces sûrs, aux conseils psychosociaux, etc. Nous avons également identifié les activités d'autonomisation économique comme cruciales. Donc, comment permettre aux populations données avoir accès aux activités de renforcement de capacité, par exemple. Comment vraiment suivre également les cas spécifiques et également lutter contre quelques normes susceptibles de créer du mal. Donc, par exemple, les difficultés autour des transferts en espèces. Nous avons également identifié des questions d'accès aux services et à la justice et également le fait que beaucoup de stratégies sont liées à la prévention. Donc, comment vraiment fournir ce genre d'accès en travaillant étroitement avec des fournisseurs de services. Nous avons discuté des barrières et des obstacles potentiels. Donc, comment vraiment garantir que nous pouvons faire face à ces défis. Donc, l'idée n'est pas de passer tout simplement des informations par rapport aux services, mais d'accompagner vraiment les femmes et les filles lors de leur entretien ou de leur contact avec ces services. Notre troisième conclusion est liée à ce que nos collègues viennent de dire par rapport aux crises qui se chevauchent. Donc, comment vraiment suivre les besoins changeants des femmes et des filles réfugiées et déplacées étant donné les changements de contexte rapides, donc des schémas de migration liés par exemple au changement climatique, aux crises politiques, comment vraiment faire face aux difficultés rencontrées liées à la pandémie COVID-19. Plusieurs projets ont dû s'adapter lors de ce contexte avec des activités à distance au lieu d'être en personne et également un focus vraiment accru sur les questions économiques liées. Je vais devoir terminer très bientôt, mais je voulais juste parler de cette conclusion importante par rapport aux défis liés aux femmes et aux filles qui travaillent dans ces contextes. Donc, les personnes qui doivent vraiment faire face aux conséquences des situations vraiment difficiles, la pression accrue pour nos fonctionnaires. Donc, quels ont été les soutiens disponibles par rapport à leur santé mentale?
Juste pour conclure, donc, la cinquième conclusion est liée aux besoins de financement flexible. Donc, cela est vraiment critique pour pouvoir répondre au contexte changeant et pour faire face aux besoins changeants également. Les bailleurs de fonds doivent vraiment établir un équilibre entre les nécessités et les questions réglementaires, mais également les réalités sur le terrain. Donc, comment vraiment simplifier l'environnement des rapports, les choses bureaucratiques. Un financement à long terme est vraiment important également. Donc, nous avons identifié des questions liées au retard de mise en œuvre. Donc, cela est vraiment super important lorsqu'il s'agit de financer ce genre de groupe dans ces contextes difficiles. L'idée de vraiment continuer un financement qui permet à ces acteurs de travailler vraiment étroitement avec ces populations sur le terrain, en répondant rapidement à leur réalité et en comblant vraiment des écarts en ce qui concerne les actions des États. Voilà, je crois que c'est tout. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Erin. J'ai oublié de mentionner le rôle d'Eric. Merci de nous avoir donné ces informations sur les organisations bénéficiaires. Maintenant, Martha va nous présenter ses conclusions sur la position et la valeur ajoutée des interventions soutenues par le Fonds d'allocation spéciale de l'ONU dans le Nexus HDP. Martha Pérez a un doctorat en études de genre et féministe. Elle va nous présenter son rapport. Allez-y. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Merci aux panélistes. Les bénéficiaires sont vraiment une source d'inspiration pour voir tout ce travail que vous effectuez et aux difficultés que vous rencontrez. Et il y a eu 2 études différentes, mais elles sont très semblables. Et je crois que cela nous montre que nous sommes sur la bonne voie. Donc, tout d'abord, quelles sont les crises actuelles et quel est leur impact sur la violence à l'égard des femmes et des filles? Donc, Abigail, auparavant, en tant que responsable du Fonds d'affectation spéciale, a déjà parlé de certains problèmes clés. De nombreuses difficultés ont également été évoquées par différents panélistes, mais la crise d'aujourd'hui et ces crises sont de plus en plus longues, complexes, interdépendantes, et elles ont des impacts en cascade. Donc, nous voyons ces vulnérabilités qui sont aggravées par le changement climatique, les catastrophes, les urgences, les épidémies comme la pandémie de COVID-19. Et souvent, ces phénomènes se produisent en même temps. On a vu ce qui s'est passé en février avec le séisme en Turquie et en Syrie. Et ce séisme n'a fait qu'aggraver les problèmes existants. Et nous avons également vu un effet en cascade de la guerre en Ukraine sur la crise alimentaire dans d'autres pays. Donc, pour répondre à ces crises intersectionnelles, c'est une des plus grandes difficultés humanitaires des années qui vont venir. 25% de la population mondiale habite dans des pays touchés par un conflit. En 2021, seulement 235 millions de personnes avaient besoin d'une aide et d'une protection humanitaire. En 2020, 95% de tous les déplacements liés à un conflit sont produits dans des pays vulnérables ou très vulnérables au changement climatique. Et quelles sont les conséquences de cela? Dans un tel contexte, les interventions de court terme sont de moins en moins efficaces. Et la distinction entre les interventions humanitaires et de développement classiques ne sont pas très claires.
Et nous devons travailler ensemble pour lutter contre ces inégalités et ces écarts. Il faut assurer la participation des femmes pour répondre à la violence sexiste. Maintenant, si on se penche sur la violence à l'égard des femmes et des filles dans des contextes humanitaires, d'un côté, on voit de grands fossés, de grandes lacunes au niveau des données sur le genre. Et il est donc difficile de suivre les effets des crises sur les femmes et les filles. Quelles sont leurs perspectives, leurs forces, leurs besoins? Quels sont les obstacles à la participation au processus de décision et à l'accès à l'assistance? Souvent, les femmes sont décrites comme des victimes, mais comme cela a été dit, il ne s'agit pas d'un groupe homogène. Elles ont beaucoup de choses à dire. D'autre part, lorsqu'on regarde la violence à l'égard des femmes et des filles, les cas ne sont pas signalés de manière systématique. La violence à l'égard des femmes et des filles dans ces crises de plus en plus longues. Ce que nous savons, on n'est pas obligé d'attendre que les données soient disponibles, mais nous savons que cela est une réalité. Mais nous savons également que les femmes et les filles continuent d'être touchées de manière disproportionnée par les crises humanitaires dans le monde entier. Nous savons que les inégalités de genre existantes sont aggravées pendant et après les crises. Et nous savons également que 70% des femmes subissent la violence dans des contextes de crise par rapport à 35% ailleurs dans le monde. Prochaine diapo. Donc, examinons maintenant le financement pour éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles dans les crises par rapport au nexus de développement. Donc, tout d'abord, les financements humanitaires sont, de par leur nature, de court terme, 12 mois ou même moins. Cela signifie qu'ils ne suffisent pas pour répondre aux besoins à long terme des populations concernées. De 2010 à 2019, plus de la moitié de l'aide humanitaire a été envoyée à des pays qui ont subi des crises pendant 10 ans ou plus. Mais ces mécanismes de financement n'ont servi que pendant 12 mois, voire moins. La plupart du financement humanitaire aujourd'hui est envoyé vers des situations qui connaissent des crises de longue durée. Donc, la conséquence, c'est que les besoins humanitaires sont sous-financés et ne sont pas satisfaits. On peut regarder maintenant le programme de localisation, parce que cela est essentiel pour combler ces fossés que nous avons observés. Maintenant, le Grand Bargain qui a été lancé en mai 2016 à Istanbul, il y a environ 7 ans, les signataires se sont engagés à fournir un financement pour les acteurs humanitaires locaux et nationaux. 25% des financements humanitaires doivent être envoyés aussi directement que possible aux intervenants locaux et nationaux. Les actions humanitaires ne sont pas suffisamment localisées. Et bien que les organisations dirigées par des femmes prennent en charge une grande partie des interventions, les financements aux organisations de femmes locales est vraiment insuffisant. Elles ont un accès limité aux espaces humanitaires et à d'autres financements. Et vous voyez cela sur le côté droit, en bas, sur l'aide bilatérale totale. La partie qui est envoyée à des femmes, à des organisations de femmes, c'est presque rien, 0,2%. Et ce pourcentage n'a pas changé au cours des 10 dernières années. Donc, ce grand bargain ou ce grand compromis, quel est son rôle pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles dans des contextes de crise? Dans une étude qui a été menée, les bailleurs de fonds souhaitent donner la priorité à ces interventions pour éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles.
Et la plupart des bailleurs bilatéraux sont des signataires de ce grand compromis. Cependant, la réalité, c'est que les organisations dirigées par des femmes et les femmes activistes, les réseaux de femmes, restent sous-financés de manière considérable. Et cela a un impact sur leur capacité à participer à la coordination, à la planification humanitaire et également à influencer la prise de décision. Il y a d'autres chiffres qui montrent cela. Une étude a été menée en 2019 qui a constaté que 39% seulement du financement pour le genre a été réalisé par rapport à 69% qui avait été promis. Et aucun mécanisme de financement n'a été conçu pour renforcer les capacités des femmes, des organisations de femmes dans ces contextes de crise complexes pour faire face aux effets de ces crises sur les femmes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. C'est ma dernière diapo. Prochaine diapo. Pardon? Sorry, there should be. Okay, doesn't matter. D'accord. Donc, lorsqu'on se penche sur la valeur ajoutée du Fonds d'allocation spéciale de l'ONU, tout d'abord, il assure la flexibilité du financement de longue durée pour les organisations de femmes. Et comme nous l'avons vu, la plupart des mécanismes de financement humanitaire sont de courte durée et ne répondent pas aux besoins complexes de longue durée et ne sont pas destinés aux organisations de femmes locales. Le Fonds d'allocation spéciale assure ce soutien pour les investissements de longue durée, pour l'ONG et également pour les organisations communautaires. Deuxièmement, le Fonds d'affectation spéciale va au-delà du soutien aux grandes ONG. Il offre une valeur ajoutée aux programmes d'organisation locale. Il a des relations existantes avec des organisations de défense des droits des femmes et permet d'obtenir des résultats pour aider les organisations de femmes à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles dans des situations de crise complexes de longue durée. Troisièmement, il permet de gérer le Nexus développement humanitaire paix parce que de nombreuses organisations de défense des droits de femmes sont déjà dans des contextes de risque et de crise de longue durée. Et dans ces contextes, le fait que le Fonds d'allocation spéciale fournisse à ces organisations, et un grand nombre d'entre elles sont ici aujourd'hui, le fait qu'il leur accorde des financements flexibles de longue durée leur permet de s'adapter et de gérer le nexus humanitaire développement paix pour mettre fin à la violence avant, pendant et après les crises. Et quatrièmement, le Fonds d'affectation spéciale investit dans la résilience et donc permet aux organisations de la société civile et aux organisations de défense des droits des femmes à être mieux équipées, à participer à la prise de décision, à la coordination pendant les crises. Il les équipe pour répondre aux engagements humanitaires, pour élaborer des politiques et les faire appliquer, car les organisations de femmes sont souvent écartées et ne reçoivent pas le financement nécessaire. Cela permet aux organisations d'être mieux équipées pour soutenir les acteurs locaux. Et une des présentations avait évoqué cela tout à l'heure, car elle travaille des organisations de femmes. Et le Fonds d'allocation spéciale permet aux organisations de la société civile, aux organisations de femmes, de renforcer la reddition de comptes et les mécanismes de reddition de comptes au niveau local. L'étude a beaucoup d'autres renseignements, mais en conclusion, elle démontre que donner la priorité au financement et aux efforts pour éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles dans l'environnement complexe des crises d'aujourd'hui est important. Et comme nous l'avons vu, le Fonds d'affectation spéciale a une position unique pour soutenir les organisations de la société civile et de défense des droits de femmes, pour
poursuivre leur travail dans ce genre de contexte pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles. Je m'arrête là et je vous remercie. Thank you so much, Martha. Merci beaucoup, Martha. Elle a résumé les conclusions, mais le lien est dans le chat si vous voulez lire le rapport. Mais c'était un résumé. Et maintenant, cela nous permet de mieux comprendre les crises de longue durée où les femmes sont de plus en plus font face à des risques de violence. Je suis très fier des efforts qui ont été fournis pour comprendre les réalités auxquelles font face ces organisations sur le terrain et pour répondre à ces difficultés telles que le financement de longue durée et tout ce dont nous a parlé Martha. Maintenant, je suis heureuse de laisser la parole à ma collègue Marie Paletzin, qui va faire une présentation rapide sur l'analyse des demandes de la société civile. Marie, take it away. Marie, allez-y. Merci. Donc, cette proposition a focalisé sur la préparation des organisations et le soutien aux organisations de la société civile. Donc, ce fonds a reçu 1609 demandes de 113 pays. Donc, vous avez la valeur totale, le montant total des financements ici sur l'écran, 756 millions de dollars. Martha a déjà présenté l'étude que nous avons lancée pour vraiment soutenir les filles et les femmes travaillant dans des situations de crise. Donc, il y avait ce focus spécial avec 364 demandes de 62 pays, donc 23% de toutes les candidatures reçues. Je vais maintenant me focaliser sur certaines des données que nous avons collectées en ce qui concerne des questions de la distribution géographique. Donc ici, je vous montre que le focus était surtout sur la région de l'Afrique. Nous avions également des projets de l'Inde et quelques demandes de l'Europe, mais seulement 7% des candidatures. Nous avions un tiers de ces demandes de l'Europe de l'Ukraine, mais seulement 1% des candidatures de l'Amérique latine. Nous pouvons également identifier le Sud-Soudan, le Kenya comme pays qui présentait le plus de candidatures. Nous avions également pu identifier les types d'organisations en question, donc surtout les organisations de la société civile, les organisations humanitaires, surtout en ce qui concerne ce focus spécial. Donc, près de la moitié, on focus sur les services essentiels. 44% se focalisaient sur la prévention des violences et un petit pourcentage se focalisait plutôt sur des travaux externes. Nous avions identifié un focus spécifique également des projets en identifiant des domaines thématiques avec 26% des candidatures qui se focalisaient sur des violences sexuelles et sexistes. En ce qui concernait les populations spécifiques, donc nous avions identifié un focus spécial sur les populations des femmes déplacées et des réfugiés. Nous avions pu également identifier des pourcentages associés aux groupes spécifiques comme des femmes et des filles handicapées. En ce qui concernait le focus spécial, nous avions
identifié 52% des candidatures qui se focalisaient sur des femmes et des filles réfugiées et déplacées de force. En ce qui concernait les deux projets spécifiques, nous avions pu donc diviser les candidatures et vraiment suivre les différences en ce qui concernait le focus spécial et l'autre focus plus général. Merci. Merci Marie de cette présentation. Cela conclut notre partie présentation. Nous avons maintenant une discussion ouverte avec le public. Nous manquons un peu de temps, donc nous allons maintenant peut-être demander à nos panélistes de répondre aux questions avec des réponses plutôt brèves. Donc, j'ai une question pour Kevin, pour l'Afghanistan. Quelles sont les stratégies que vous utilisez pour convaincre les talibans de réintroduire, relancer des services spécifiques pour des femmes et des filles? Merci, Lorna. Donc, la décision prise par les talibans en ce qui concernait ces populations spécifiques et les services essentiels n'était pas vraiment basé sur une logique vraiment durable. Donc, nous avons vraiment des situations accrues, des situations de crise que nous avons rencontrées dans ce pays en état de guerre. Franchement. Donc, nous avons travaillé avec les autorités pour leur convaincre de voir les avantages d'inclure les femmes et les filles des différentes populations. Je dois dire que cette décision venait vraiment du niveau le plus haut des talibans, mais qu'il y a plutôt des sensibilités lorsqu'il s'agit des groupes plutôt locaux. Ils comprennent qu'il doit absolument avoir des médecins femmes présents pour vraiment fournir certains services aux femmes et aux filles. Donc, et en ce qui concerne l'éducation également, il y a vraiment des spécificités que nous avons identifiées. Donc, nous essayons vraiment de convaincre les autorités en utilisant vraiment ce genre d'arguments. Je pense qu'un des points les plus forts de notre travail est que les bailleurs de fonds internationaux ont vraiment exprimé leur soutien à la société civile afghane pour réitérer très fréquemment qu'ils ne vont pas vraiment rester en silence et qu'ils doivent absolument soutenir les femmes et les filles afghanes. Et donc, je pense qu'il y a vraiment des négociations qui sont en train d'avoir lieu au niveau local avec ce genre de pression de la communauté internationale pour essayer de vraiment renverser cette décision. Vraiment très, très mauvaise et mal fondée. Merci, Kevin. Nous avons une question également pour Lisette. Donc, j'aimerais savoir s'il y a des thérapies, des services de conseil pour vraiment faire face aux difficultés de santé mentale parmi les groupes de survivantes avec lesquels vous travaillez. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être partager avec nous quelques stratégies spécifiques en ce qui concerne ces services? Merci, Lisette. Oui, bien sûr. Donc, je ne suis pas vraiment experte lorsqu'il s'agit de ces questions psychologiques. Je vais essayer quand même de parler un peu de notre travail. Donc, nous travaillons avec des psychologues qui examinent les perspectives plutôt psychosociales et leur travail est lié à chaque individu.
Et lorsqu'il s'agit d'un travail psychosocial, ces psychologues examinent donc les questions de dynamique de groupe, donc les questions de communication, des rapports, des relations entre individus qui se réunissent avec un objectif commun. Donc, il y a, pendant notre processus de travail, un espace créé pour permettre aux femmes de vraiment parler de leur expérience avec nos experts. Nous avons également des groupes de soutien pour permettre aux femmes de se réunir. Donc, par exemple, en faisant un travail de cuisine, en vraiment travaillant ensemble pour créer du pain. Et elles parlent entre elles de leur expérience. Et donc, nous pouvons créer ce genre d'espace pour partager des informations par exemple par rapport aux services, à l'accès à la justice, etc. Donc, l'idée de vraiment essayer de soutenir les femmes de cette manière et les psychologues ont beaucoup d'expérience lorsqu'il s'agit de ce genre de violence. Et nous avons également des interventions, des modèles d'intervention clinique. Donc, je pourrais peut-être vous fournir ces informations par mail si vous pouvez me contacter avec votre mail. Merci. Merci, Lisette. Dernière question, peut-être pour Hala. Je sais que votre programme travaille également avec des garçons et des hommes. Donc, il y a une question concernant les interventions d'engagement avec les garçons et les hommes. Donc, je ne sais pas, Ala, si vous pouvez peut-être répondre à cette question. Donc, quelles sont vos évaluations, vos constatations à cet égard? Oui, premièrement, je dois dire qu'il est très important de penser critiquement à cette question d'engagement avec les hommes et les garçons pendant des temps de crise, lorsqu'il s'agit des questions de violence. Donc, il s'agit de quelque chose que les agences des bailleurs de fonds ajoutent en tant qu'ingrédient essentiel lorsqu'il s'agit des problèmes ou des projets qui luttent contre les violences. Je pense que ce genre de travail doit être contextualisé et que les femmes qui travaillent sur le terrain doivent absolument avoir des réflexions clés autour de cette question de l'engagement des hommes et des garçons pour identifier exactement quand seraient les moments opportuns pour faire exactement ce genre d'engagement. Je pense que les femmes sur le terrain ont beaucoup de connaissances, ont beaucoup d'expertise par rapport à cette question. Donc, nous devons absolument les entendre parce que ces environnements sont très, très difficiles. Il y a des stratégies, des méthodologies spécifiques. Donc, je pense que nous devons constamment réexaminer et réévaluer l'impact de ces stratégies, surtout en temps de crise. Ceci dit, je pense que lorsque nous permettons aux femmes de vraiment être leaders de ces processus, nous avons beaucoup plus de succès en ce qui concerne l'établissement de ce genre d'engagement au long terme. Merci. Merci, Hala. Donc, centré surtout sur les femmes qui travaillent sur le terrain et les femmes partenaires. Très bien. Donc, nous manquons du temps, malheureusement. Donc, je vais maintenant remercier tous les panélistes, tous les intervenants et passer la parole à Abby pour quelques remarques de clôture. Merci, Lorna. Et merci encore à vous tous et à vous toutes. Hala, Kevin, merci d'avoir partagé vos expériences et vos contributions si puissantes
Le travail de vos organisations est incroyable dans des contextes vraiment difficiles. Donc, merci encore de votre présence. Merci de tous les intervenants qui ont partagé des conclusions, des résultats, des études, etc. Je pense que ces données ont été vraiment très intéressantes. Une réponse directe aux moments complexes et difficiles que nous rencontrons actuellement. Merci encore donc de votre participation. En tant que chef du fonds, je pense qu'il est très important pour moi de réitérer et ressouligner notre engagement à poursuivre la collaboration, l'autonomisation mutuelle et l'apprentissage. Donc, avec nos partenaires de la société civile et les organisations de défense des droits de la femme. Nous vous voyons, nous savons quelle est l'importance de votre rôle critique en ce qui concerne le changement dans vos pays et même régionalement et mondialement. Il y a vraiment beaucoup de choses à retenir de nos discussions d'aujourd'hui et je n'ai pas beaucoup de temps pour faire un vrai résumé, mais peut-être juste des choses importantes à retenir. Premièrement, le message en ce qui concerne le pouvoir de la solidarité internationale, les partenariats, l'importance de vraiment réitérer notre engagement en ce qui concerne les droits de la femme et des organisations de la femme. Donc, en travaillant avec la communauté internationale, les organisations sur le terrain et les autres partenaires. Et cela est lié à l'importance critique des entités comme le Fonds pour soutenir la société civile et les droits de la femme et autres mouvements et entités qui luttent pour défendre les droits de la femme. Hala, et je pense que tous les intervenants ont déjà mentionné que nous devons absolument continuer à exprimer notre soutien, le soutien aux organisations de base, aux organisations qui travaillent sur le terrain et l'influence et l'impact de ces organisations. Donc, nous devons absolument continuer à souligner l'importance de leur travail au niveau local avec les autorités locales. Leur action, leur leadership est vraiment crucial. Elles sont les leaders, les agents de changement social dans leur pays, dans leur communauté. Et donc, nous devons établir le lien avec la prise des décisions sur tous les niveaux. Donc, comment engager avec les hommes et les garçons? Nous devons absolument garantir que notre focus va être sur les organisations de la société civile, les organisations qui travaillent sur le terrain. Et une dernière chose à dire, moi, ça fait 20 ans à peu près que je travaille dans le domaine humanitaire et nous devons absolument continuer à financer les travaux que nous défendons. Je pense qu'il y a toujours un manque critique de financement et en tant que communauté internationale, nous devons absolument continuer à renforcer le besoin d'augmenter les ressources disponibles, augmenter le niveau de financement pour ces organisations, agents de changement, pour leur permettre de lutter pour ces changements si nécessaires au niveau macro. Donc, juste pour vous réitérer que notre mission n'a pas changé, nous continuons à vraiment nous focaliser sur notre travail essentiel, travail de base pour créer un monde où les femmes et les filles sont valorisées et qui peuvent vraiment travailler et vivre dans un environnement sûr. Donc, ensemble, j'espère que nous allons pouvoir vraiment créer encore plus d'espace d'engagement et des ressources pour augmenter le niveau de résilience des organisations de la société civile parce qu'il y a tant de pression, tant de difficultés
à travers le monde entier. Donc, j'espère que vous avez trouvé cette webinaire intéressant. Je vous remercie encore de votre travail quotidien pour lutter contre les violences faites aux filles et aux femmes et pour éliminer ces violences. J'attends avec impatience l'opportunité de continuer à travailler avec vous, de renforcer nos voix et de continuer notre lutte. Merci encore de votre participation. Merci encore, chers partenaires, d'être ici parmi nous aujourd'hui. J'espère que vous allez vraiment continuer ce travail de manière efficace et voilà, merci encore. Bonne journée. So again, thank you very much to everyone. I think that brings us to the end. Merci beaucoup à vous tous et cela nous amène à la conclusion de cet événement. Nous continuerons de nous entraider pour poursuivre ce travail pour éliminer la violence à l'égard des femmes et des filles. Merci.